Bon, coucou, bonjour à tous, salut les loulous. Bon, j'avais peur que vous m'oubliez, alors j'ai tapé l'incruste. Bon, ça va quoi, à part les cheveux qui poussent, hein, pas grand-chose à faire. Alors, une petite vidéo de correction sur la fiche que je vous avais demandé, mais qu'on avait déjà quand même abordé en cours, à savoir la décolonisation, processus et étapes. Alors, on va lancer le diaporama. Voilà, moi je vais me déplacer, un petit peu comme dans la salle de classe. Alors, premier élément, des éléments pour définir la décolonisation et pour en préciser les étapes. Alors moi je suis parti de cette carte qui est globalement celle de votre manuel. Le monde colonial en 1945, il est essentiellement, je dirais, dominé par des métropoles et ces métropoles sont toutes donc ici des puissances européennes. En fait, dans ce monde colonial, moi je vais retenir trois acteurs. En Afrique, la France et la Grande-Bretagne, un sous-continent indien qui est principalement entre les mains donc, des Britanniques, et puis une Asie du Sud avec à la fois des possessions françaises, mais aussi des possessions néerlandaises. Processus de décolonisation, il commence en Asie, avec l'indépendance de l'Indonésie d'abord en 1945, et puis ensuite l'indépendance de l'Inde en 1947. Au cours des années 50-60, il va bien sûr rebondir sur le continent africain, avec pour nous effectivement un élément essentiel dans notre histoire, à savoir la décolonisation et la guerre d'Algérie, qui se termine par l'indépendance de l'Algérie donc en 1962. Alors le processus de décolonisation en lui-même, hein, on peut dire qu'il prend fin en 1975. Ok, je vais donc me déplacer avec l'indépendance des colonies portugaises principalement ici l'Angola, le Mozambique. Là, c'est, je dirais, quelques dates qu'on peut être amené à vous demander dans une question bac dans l'exercice, au travers de l'exercice 1. Ok. Alors, ici, ce que je voudrais faire, c'est vous donner la définition de l'impérialisme, parce que, toujours dans cet exercice 1, c'est une définition qu'on peut vous demander soit de produire, soit de reconnaître au travers de plusieurs définitions au choix. Bon, ça, vous avez l'habitude. Alors, ici, pour parler et pour définir l'impérialisme, j'ai décidé de me servir de trois planches de la bande dessinée Tintin au Congo, qui date de 1930. Il faut savoir qu'Hergé, donc, qui est l'auteur et le créateur de Tintin, c'est un Belge, et que la Belgique possède donc le Congo, qui est une colonie de la couronne belge. Alors cet impérialisme, en fait, il repose sur trois piliers d'abord. Une domination politique, ça veut dire que les puissances coloniales, lorsqu'elles arrivent dans les colonies, elles ont détruit toute forme et tout cadre politique qui existait avant. Ces forces et ces cadres politiques ont soit été soumis, comme peut quand même le sous-entendre cette planche, soit soumis et donc mis au service, soit complètement détruits. La deuxième type de domination, c'est une domination économique ici, que cette planche ici traduit bien. Alors il y a deux éléments moi, dans cette planche que je voudrais relever. D'abord c'est la place de la locomotive. Il faut savoir que le réseau ferré joue un rôle essentiel dans l'exploitation coloniale, puisque c'est à partir du réseau ferré qu'on va pouvoir amener tous les produits et toutes les productions de matières premières, agricoles, minérales, etc., produites à l'intérieur du pays vers les ports d'embarquement sur les littoraux, sur les côtes, où ces produits sont ensuite réexpédiés vers les métropoles. Ça veut dire une chose
également, c'est que l'impérialisme économique, c'est une simple exploitation des matières premières de ces territoires, sans quasiment aucune implantation de transformation industrielle. La transformation industrielle, elle se fait dans les métropoles. Puis l'autre élément qui est à relever dans cette carte, c'est que cette exploitation économique, elle se fait essentiellement à partir d'une main-d'œuvre qu'on appelle à l'époque, c'est le terme une main-d'œuvre indigène, notamment au travers de la pratique du travail forcé. Troisième élément, une domination donc culturelle, certains ont même parlé d'un véritable génocide culturel, avec sous couvert d'apporter, je dirais, les canons de la civilisation, les codes de la civilisation, eh bien une acculturation totale, c'est-à-dire le fait de pouvoir petit à petit effacer les cadres de la culture locale, soit en particulier dans l'utilisation de la langue dans les colonies françaises. Le français devient, je dirais, la langue obligatoire à connaître. Alors, le monde colonial donne lieu en fait et met en place un monde qui est profondément inégalitaire. L'impérialisme, c'est aussi ici la construction donc d'une société extrêmement inégalitaire. Alors là, c'est les quelques documents, je crois que je vous avais demandé d'analyser. Hop, il faut que je retrouve juste retrouver la page. Ça devrait se faire. Et si ça se fait pas, c'est pareil. Je l'avais coché, donc c'est plus simple. C'est la page 78-79 de vos manuels. Et en fait, moi, je me suis servi donc des documents 1 et 2 et j'ai essayé de les regrouper en les trois formes majeures d'inégalité. Alors, une inégalité démographique, les Européens constituent dans le monde colonial une minorité. Si on prend le cas spécifique de l'Algérie, le rapport il est globalement de 1 à 9. Une inégalité économique qui repose sur une dépossession foncière. Vous voyez bien que 73% des terres ou des superficies de moins de 10 hectares sont exploitées par des musulmans et exploitées, je dirais, dans des conditions encore relativement archaïques, alors que se constituent par ailleurs de grands domaines d'agriculture quasiment industrielle autour de la culture de l'olive pour l'huile d'olive ou du vin qui eux sont tenus par des colons. Mais ces terres, en fait, c'est des terres qui ont été, dont les musulmans ont été dépossédés. Et puis, troisième inégalité, des inégalités sociales et politiques. Alors, ici, c'est toujours dans le cas de l'Algérie, le fameux statut de 1947 qui donnait la possibilité aux Algériens d'élire une assemblée algérienne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié, donc de 120 membres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié de cette assemblée est élue en fait par les citoyens français d'Algérie, et l'autre moitié par un collège d'électeurs musulmans d'environ 1 million, de personnes, un peu plus, mais globalement une élite largement favorable à la France. Et puis de toute façon, cette assemblée elle n'avait que des pouvoirs très limités. Ok, rapidement donc l'impérialisme au service de la puissance économique, mais également au service de la puissance militaire. C'est important dans le cas de la France, dans le cadre notamment de l'effort de guerre et l'effort de participation de la France aux côtés des Alliés à la Deuxième Guerre mondiale. L'armée coloniale, je le redirai un petit peu plus loin, c'est une armée qui est essentiellement, enfin l'armée française, c'est essentiellement une armée coloniale. Alors ici, une petite aide à la prise de notes. Donc le plus simple, c'est que vous fassiez arrêt sur l'image et je vous ai mis, je dirais, les éléments clés
que vous avez quelque part à retenir et qui servent aussi un petit peu de correction au travail que je vous ai mis sur la fiche de travail pour ceux, bien sûr, qui l'ont fait. Deuxième partie, le contexte. Alors, le contexte, il faut rapidement, en 1945, préciser qu'il y a trois éléments qui doivent être retenus. D'abord, la création de l'ONU. La Charte des Nations Unies elle proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et les deux grands vainqueurs de la guerre, les deux grandes puissances, de grandes superpuissances qui s'imposent au lendemain de la guerre, que ce soit les États-Unis et l'URSS, pour des raisons d'ailleurs qui sont un peu différentes, sont toutes les deux des puissances anticoloniales qui souhaitent l'émancipation des peuples coloniaux. Donc le deuxième élément, comme je vous l'ai dit, c'est l'importance qu'ont pris les troupes coloniales dans la libération, notamment dans la libération de la France. Et finalement, ça rejoint ce troisième élément qui est celui des premières révoltes dès la fin de la guerre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment les populations colonisées peuvent-elles accepter d'avoir participé à la libération de la France, libération légitime en face d'un occupant nazi, alors que par ailleurs, la France continue à exercer sa domination coloniale sur de très nombreuses populations. Alors, la décolonisation, là, on va passer au petit 2. Donc là, pareil, c'est une petite aide à la prise de notes. Donc, je vous la fais défiler. Après, vous faites arrêt sur image et vous lisez et vous comparez avec ce que vous avez pu vous trouver. Donc là, c'est un petit peu l'essentiel qu'il faut avoir en tête. Alors les étapes, la chronologie, là pareil, j'ai repris une frise chronologique qui est assez proche de celle que vous avez dans mon manuel. Ça, c'est un exercice qu'on peut vous demander de faire comme épreuve du bac, ou tout simplement des dates à retrouver et à associer à des événements ou l'inverse. Donc là, moi, pour faire simple, 45-45, c'est le début du processus d'indépendance. Indépendance donc de l'Indonésie, déclaration d'indépendance du Vietnam, indépendance de l'Inde et du Pakistan. Le moment clé, donc, on y reviendra dans la fiche 2, c'est la conférence de Bandung. Conférence de Bandung qui voit se réunir à la fois les pays qui viennent d'obtenir les indépendances, mais aussi des tas de mouvements qui réclament l'indépendance. Il y a une certaine unité de ce qu'on va commencer à appeler le tiers-monde qui commence à se faire jour. Alors pour terminer, les années 58-60, donc la décolonisation en Afrique, et puis comme on l'a vu, 75, l'indépendance des colonies portugaises. Bien évidemment, ici, pour nous, la date de 62 et l'indépendance de l'Algérie, c'est toujours une date qui peut être demandée dans un exercice bac. Bon, je crois que c'est terminé. C'est l'heure de l'apéro.